À partir de l'année 2000, j'ai entrepris une série d'enquêtes qui m'ont amené vers ce qu'on peut appeler une anthropologie critique du dispositif humanitaire. Alors pour en arriver là, donc, il faut reconstituer un petit peu la chronologie. Après les 7 années passées au Brésil et quelques années de retour en France, des collègues colombiens m'ont invité à participer avec eux à un programme de recherche très inspiré de ce travail au Brésil sur les mouvements et la culture afro-brésilienne. Ils m'ont invité à le poursuivre sur la Colombie. Et donc on a monté un programme de recherche sur les migrations des populations afro-colombiennes de la côte pacifique vers la ville de Cali. La côte pacifique étant une région de mangroves, une région de beaucoup de petits villages le long des rivières et de quelques petites villes le long de la côte pacifique. La migration la plus importante était celle qui allait effectivement en direction de Cali, qui était la grande ville régionale. C'est là en fait que, tout en menant cette recherche et en m'intéressant aussi aux stratégies culturelles identitaires des Afro-Colombiens dans la région du Pacifique, un petit peu en écho à ce que j'avais fait au Brésil sur le carnaval de Ileaye. C'est là qu'à Cali, j'ai vu arriver en 97, 98, 99 des populations qu'on appelait des desplazados, les déplacés de la violence, et qui étaient des gens qui venaient pour une part de la côte pacifique, mais aussi d'autres régions, des Andes, des vallées, etc., et qui se retrouvaient concentrés dans un district qu'on appelait Agua Blanca, qui est un énorme quartier, là encore, de bidonvilles, de zones très marginales et très pauvres, un petit peu en dédoublement de la ville de Cali. C'est comme s'il y avait deux villes, quoi. La ville de Cali et la ville d'Agua Blanca. Et donc j'ai commencé là aussi avec les collègues colombiens. Là on travaillait beaucoup en équipe dès le début à circuler un petit peu dans ces zones périphériques de Agua Blanca. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui étaient des desplazados, qui étaient dans un dénuement terrible. Et je dois dire qu'effectivement, j'étais assez troublé par le degré d'abandon et de pauvreté, de précarité dans lequel se trouvaient les personnes, même comparé aux favelas de Salvador ou ailleurs. Beaucoup de gens étaient dans un dénuement total, quoi. Au même moment, une loi est passée d'origine parlementaire, comme on dit, poussée par quelques députés, pour reconnaître le statut de desplazados. Et donc, un statut qui donnait droit à quelques aides qui permettaient à ces personnes de ne pas être dans ce dénuement complet. Donc tout ça s'est fait en 98, je me souviens bien. Et donc, j'ai assisté en même temps, et après, je suis retourné dans l'année 2000 à Bogota, où j'ai pu en même temps assister à quelques mouvements politiques de desplazados, des déplacés de la violence, demandant la reconnaissance de leur statut, demandant des aides de l'État pour favoriser leur réintégration dans d'autres lieux que celui d'où ils étaient partis, d'où ils avaient dû fuir les combats, qui étaient des combats entre les guérillas, les paramilitaires, et souvent l'armée officielle. Et donc, entre les
les trois acteurs de la violence, comme on dit en Colombie, la population civile était ballottée d'un côté ou de l'autre, et du coup la fuite était souvent la meilleure solution. Donc il y a eu des centaines de milliers, pour certains des millions de desplaçados. On est arrivé au chiffre de 4 millions à un moment donné de déplacés internes, de gens qui allaient donc chercher un abri dans d'autres régions que celles où ils se trouvaient pris à l'intérieur du conflit. C'est en terminant ces débuts d'enquête que j'ai faits sur les desplaçados que je me suis posé cette question à un moment donné. Est-ce qu'il vaut mieux un camp plutôt que rien? C'est-à-dire si ces personnes qui étaient complètement à l'abandon avaient été regroupées dans des zones où quelques tentatives se faisaient d'ailleurs. Il y avait certaines ONG qui essayaient d'établir ce qu'ils appelaient des zones humanitaires, mais ils arrivaient difficilement à avoir la paix, puisque le conflit était toujours autour d'eux, et les villes ne voulaient pas avoir ce genre de secteur, d'espace dans leur ville ou autour des villes. Et donc je m'étais posé la question, est-ce qu'il vaut mieux un camp plutôt que rien? C'est une question existentialiste en même temps que très, très pratique. Et c'est ce qui m'a amené, une fois rentré en France, à entreprendre cette recherche sur les camps de réfugiés d'abord. C'était ça mon interrogation, mais qui m'a amené à une réflexion plus large sur le gouvernement humanitaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, alors je reviendrai dans une autre intervention, je reviendrai sur la question des camps et de ce que fait le fait d'être dans un camp, mais la première chose à laquelle je me suis confronté finalement, c'est le dispositif humanitaire. Parce que quand on veut aller, comme ça a été mon cas, en Afrique et enquêter sur les camps de réfugiés, d'emblée on a affaire aux acteurs qui contrôlent ces lieux et qui sont d'abord le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et puis des ONG qui interviennent dans ces lieux. Je dois dire que j'ai bien essayé d'abord d'avoir par le HCR cette possibilité d'entrer dans ces espaces, mais ça s'est avéré très compliqué et surtout tellement conditionnel, puisqu'il fallait que j'accepte de faire une enquête sur une question posée par le HCR, en particulier les marchés noirs et le secteur informel dans les camps de réfugiés. Alors, bon, peut-être que je vais choisir moi-même mon sujet de recherche pour éviter d'être instrumentalisé comme ça. Mais je dis ça parce que beaucoup d'étudiants doctorants sont obligés de négocier, par exemple, avec le HCR pour pouvoir faire leur terrain. Et donc, c'est vrai que la contrainte, elle existe. Il y a cet acteur humanitaire, cet acteur comme le HCR, est omniprésent dans toutes les enquêtes qu'on fait. Ça, voilà, c'est une des conclusions à laquelle j'arrive. Mais je veux revenir à la condition même de la possibilité du terrain. N'ayant pas accès via le HCR, je me suis adressé à une ONG qui est Médecins sans frontières et qui est connue, et des collègues des collègues chercheurs m'ont amené vers Médecins sans frontières, puisque MSF est une organisation qui a depuis assez longtemps des liens avec le monde académique, avec le monde de la recherche. Et il existe un centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires à l'intérieur de la fondation MSF. Et donc, il y a une volonté de comprendre, de dialoguer, de discuter entre les chercheurs et les opérationnels, on va dire, qui est assez intéressant. Donc, j'ai pu, comme ça, dans un premier temps, en tout cas, me faufiler dans les espaces humanitaires à travers ou à l'intérieur des véhicules de MSF et d'une identification sur ces lieux à travers MSF qui m'a permis de circuler librement dans les espaces. Mais aussi, et ça c'est important pour comprendre aussi
le cheminement que j'ai pu avoir sur le plan théorique. J'ai aussi, au bout d'un moment, comme j'étais sur plusieurs terrains, dans plusieurs camps de réfugiés en Afrique et ensuite au Proche-Orient, j'ai pu aussi être en dialogue à peu près permanent avec ces acteurs de Médecins sans frontières qui, à un moment donné, m'ont proposé d'être élu, enfin de me candidater et d'être élu au conseil d'administration de MSF, ce qui fait que pendant 6 ans, je suis resté, enfin 2 fois 3 ans, pendant 2 mandats, soit 6 ans, j'ai été de 2004 à 2010 au conseil d'administration de Médecins sans frontières, dans lequel je me suis engagé, comme tous les autres membres du conseil d'administration, en tant que citoyen, parce que ça m'intéressait aussi, et donc à entrer dans les discussions, dans les débats, dans les disputes. Et il y a beaucoup de débats et de disputes au sein de MSF, ça fait partie de la vie de l'association. Mais aussi, ça m'a permis de voir comment fonctionne le monde humanitaire et comment se développe le travail humanitaire, la professionnalisation du monde humanitaire et l'incroyable développement économique, professionnel, etc., d'une organisation comme MSF, mais qui est en regard d'autres très grandes organisations internationales comme Oxfam, comme Save the Children ou d'autres très grandes organisations à cette échelle-là. Donc on est effectivement dans une économie et dans une politique qui dépasse très largement la petite ethnographie d'un camp de réfugiés que je pouvais faire dans le premier temps pour essayer de me faire appréhender encore par de l'ethnographie cette dimension globale que pouvait avoir une organisation humanitaire internationale comme MSF. Alors de là, voilà, j'ai développé un petit peu cette analyse en disant, enfin en gros, quoi, c'est-à-dire que le dispositif humanitaire prend en charge une partie des fonctions du pouvoir ou d'un pouvoir qui est, oui, le soin, le secours, mais que ce soin et ce secours, finalement, entretient et donne un espace à part à toutes les personnes qui sont à la fois en situation de vulnérabilité, bien sûr, c'est le terme officiel de ce langage humanitaire, mais aussi en situation, si on peut dire, d'indésirabilité. C'est-à-dire, pour moi, dans tous les cas que j'ai pu voir, les vulnérables étaient des indésirables. Et on était d'autant plus vulnérables qu'on était indésirables. Et l'indésirabilité venait aussi bien de la cause du déplacement, de la cause de fuir une guerre, parce que vous ne trouvez pas votre place et donc vous risquez la mort. Si vous risquez la mort, c'est le summum, je peux dire, de l'indésirabilité. Vous n'avez pas à être là. Vous fuyez une crise écologique parce que vous ne trouvez pas de soutien ailleurs. Vous ne trouvez pas de soutien autour de vous. Vous fuyez aussi tous les obstacles, tout ce que vous rencontrez comme obstacles dans le passage des frontières. On dit, là, on veut pas de vous, allez ailleurs, on veut pas de vous, allez ailleurs. C'est le modèle un petit peu le modèle, pour revenir au thème de la ville, c'est le modèle de la ville privée que le sociologue Mike Davis avait mis en exergue en parlant de la culture NIMBY, not in my backyard, pas chez moi, où vous voulez dans le monde, mais pas chez moi. Et donc les gens qui se retrouvent dans des camps de réfugiés sont un petit peu, ou plus tard, ce que j'ai pu voir, dans des campements, plus ou moins dans des camps de déplacés, c'est pareil, dans des camps de déplacés internes, dans des camps de réfugiés, ou dans des camps de migrants, un petit peu tous les gens qui se trouvent là parce qu'on ne les veut pas ailleurs, quoi. Et donc, voilà, pour moi, la question que ça pose, c'est que là où il y a des organisations humanitaires qui interviennent, disons que c'est un gouvernement humanitaire des indésirables. La vulnérabilité étant souvent un sujet discutable. Alors je sais que c'est sensible ce truc-là parce que
bien sûr, on peut considérer, par exemple, que lorsque quelqu'un est à secourir, il faut le secourir, c'est indiscutable. Voilà, ça c'est un petit peu le leitmotiv quoi, par exemple de MSF qui dit nous, on ne fait pas nous-mêmes de la politique, on sait qu'on est dans des contextes politiques, mais on est là pour sauver des vies. Voilà, on est les sapeurs-pompiers à l'échelle internationale. Donc, simplement, quand on regarde ces espaces humanitaires, ou ces dispositifs humanitaires dans leur réalité, qu'on fait l'ethnographie, ben on voit bien qu'il y a de la vulnérabilité pour les uns, et puis il y a quelque chose qui dure, et à un moment donné, les gens eux-mêmes ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils ont été blessés, ils ont été abandonnés quelque part, ils ont trouvé un secours, ça a duré quelques jours, quelques semaines, quelques mois, puis après ils sont en bonne santé, ils vont bien. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, vous ne pouvez pas sortir d'ici parce qu'on vous veut nulle part. Donc c'est là où mon indésirabilité vient prendre le pas et finalement recouvrir toutes les questions de vulnérabilité. Ou bien j'ai pu voir dans quelques situations comme en Guinée, pour des réfugiés libériens et sierra-léonais, que le HCR avait des catégories de vulnérabilité. Et en fait, il y a 17 catégories de vulnérables dans le dispositif du HCR, c'est-à-dire on différencie les populations selon certaines catégories de vulnérables. Alors, entre dans les vulnérables des personnes blessées, des enfants abandonnés, mais jusqu'à quel âge on est enfant, par exemple, voilà. Les femmes seules avec enfants, une personne handicapée, etc. Donc moi, ce que je constatais, c'est que souvent, la vulnérabilité, elle se discute. Tous discutent, même la vulnérabilité. Même s'il y a toujours cette injonction morale qui vous dit « Non, tout ça, c'est indiscutable. » Non, ça se discute. D'autant plus qu'après, on se retrouve dans des situations, et c'est le cas, évidemment, des procrastinated refugees, les réfugiés de longue durée, comme on dit, qui ont déjà une catégorie eux-mêmes, d'ailleurs. Tout est catégorisé, finalement. C'est le principe du tri qui est permanent dans ce dispositif. On trie et on catégorise en permanence. Et donc, quand on arrive aux protracted refugees, les réfugiés de longue durée, qui peuvent être dans des camps depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec des gens qui naissent dans des camps, etc., etc. Et donc, ils sont nés, ils n'étaient pas plus vulnérables qu'un autre nouveau-né. Ils sont nés avec leur famille autour, etc. Ils ont grandi, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a tout un monde, finalement, il y a tout un monde très concret, un monde humanitaire qui peut se compter en millions de personnes. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, il y en a qui vont et qui reviennent. Donc, en fait, les gens qui ont affaire à ce monde humanitaire sont des millions et des millions. Si vous voulez. Mais on pourrait compter les 80 millions de personnes en situation de déracinement, comme le compte le HCR. On pourrait se centrer sur les personnes qui sont identifiées plutôt dans des camps, campements, camps de déplacés, camps de réfugiés, etc., où là, on arrive plutôt à 18 ou 20 millions. Mais la cohérence de tout ça, l'unité de tout ça, c'est que le dispositif humanitaire qui, de manière exemplaire, fonctionne avec les camps, on va dire, mais pas seulement, traite marginalement d'une population qui est abandonnée des États. Et c'est ça un petit peu, donc du coup je suis revenu à Hannah Arendt et la question des stateless, des sans-États, où, comme elle le dit dans un fameux chapitre 9 de l'ouvrage sur les origines du totalitarisme, le chapitre c'est la question des droits de l'homme et la crise des États-nations. On a exactement la crise des États-nations qui est mise en lumière par l'existence durable des stateless, des sans-États. Et donc, que sont les sans-États? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une catégorie de population? Ou est-ce que c'est une situation où je me retrouve avec mes approches situationnelles? C'est une situation qui nous dit quelque chose de l'état du monde et du fait que, bien évidemment, l'humanitaire ne peut que se développer
Et là, depuis les années 90, c'est un développement économique, professionnel incroyable, énorme, parce qu'il y a d'autant plus de rejet de la forme de l'État-nation. À travers la guerre, à travers la non-prise en charge des crises écologiques, à travers la non-prise en charge des plus pauvres de la population, à travers tous les mécanismes qui font que les États-nations fonctionnent avec un territoire de citoyens dont sont exclus de plus en plus de populations et où ne peuvent pas arriver d'autres populations. Et donc c'est un petit peu cette population-là qui se définit difficilement en termes de personnes, d'identité de personnes, cette situation-là, cette condition-là, qui fait que effectivement on peut à la fois considérer que le dispositif humanitaire est un pis-aller, mais on peut aussi considérer que c'est une forme de gouvernement des indésirables, puisque finalement, il entretient une paix humanitaire, j'ai appelé ça comme ça, il entretient une paix humanitaire, c'est-à-dire on sauve ce qu'on peut sauver. C'est un petit peu le point de vue des gens qui sont dans le sauvetage, souvent, qui sont même très sincèrement dans le sauvetage. On sauve ce qu'on peut sauver, mais cet espace grandit, et donc c'est une forme de contribution finalement à la politique du rejet qu'ont les États à l'égard de populations dont on n'a guère d'autres définitions à leur donner que sous le terme d'indésirables, c'est-à-dire on n'en veut pas. Donc après, il faut creuser davantage ce que veut dire cette indésirabilité, à la fois sur le plan social, sur le plan racial, le plus souvent, et pour essayer de comprendre finalement par quel mécanisme on se retrouve avec cette fonction politique, plus que morale, de l'humanitaire dans les marges de l'espace des États-nations.